Bonjour à tous et merci d'être venus pour ce nouvel épisode numéro 3 donc, de cette année pour les Midi 30 de la recherche, un épisode dédié aux modulations attentionnelles de la perception et des psychoses. Et pour ça, on a un duo jeune et dynamique à la fois sur le versant recherche et le versant clinique, donc en l'occurrence Anton Iftimovici et Laura Duguet. Et la particularité de leur présentation, c'est que ça sera un crossover. Donc on n'a pas deux présentations l'une à la suite de l'autre, mais ils se sont vraiment coordonnés pour imbriquer les informations de leurs deux parties. Et donc je pense que ça sera encore plus dynamique et plus intéressant peut-être. En tout cas, c'est bien d'avoir ce nouveau format. Donc je te laisse présenter éventuellement. Alors, moi je présente Laura Duguet. Elle est maître de conférence à l'Université de Paris et elle dirige son équipe à l'INCC. Vous m'entendez? Oui, ok. Elle a fait une thèse en neurosciences cognitives à Toulouse, ensuite un postdoc à l'Université de New York chez la professeuresse Marisa Carrasco. Et vous verrez comment ces recherches s'intéressent sur l'attention, l'orientation, la réorientation en utilisant des approches multimodales, des maladies de l'imagerie, mais aussi des modèles computationnels et du comportement. Et puis je te laisse présenter. Et pour la partie clinique, on a donc Anton ici qui a une expertise depuis de nombreuses années sur les mécanismes liés à l'attention. Il a donc suivi un parcours médical. Premièrement, à l'Université de Paris. Il a défendu une thèse en 2021 à l'Université Paris-Cité et au CEA et à l'INSERM, sous la direction des professeurs Krebs et Duchesnay, sur une thématique qui implique l'imagerie cérébrale et le machine learning, afin de prédire et d'anticiper la conversion psychotique. Et en 2022, une thèse en médecine qui porte sur la place des micro-états EEG dans la caractérisation des troubles psychiatriques, tels que les psychoses, mais aussi lors des formes d'autisme et de la dépression. Et ces activités cliniques donc, sont menées dans une unité qui se nomme PEPIT. C'est le pôle d'évaluation et de prévention et innovation thérapeutique. Il se situe ici à l'hôpital Sainte-Anne, au GHU. Et c'est une compétence donc, dans la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux adultes et des troubles neuropsychiatriques. Je pense que c'est un ensemble de compétences formidables pour parler de ce sujet aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à vous d'être venus. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ce type de présentation et puis j'ai pas l'habitude de parler de maladie. Donc soyez sympas. Et puis, si vous avez des questions là-dessus, il faut demander à Anton. C'est pour ça pour l'attention qui n'est pas voilà. Mon domaine du tout, mais voilà, on s'est coordonné pour le faire. C'est ça. On a essayé de faire une seule présentation, justement. Et l'idée, c'est que, avant de se faire inviter pour faire cette présentation, on s'est rencontrés au sujet de thématiques que l'on va présenter aujourd'hui, autour de l'attention, de la perception, de comment l'attention module la perception. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on nettoie un petit peu notre définition. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va commencer. Je vais vous expliquer ce que moi je pense être la perception et l'attention et comment je l'étudie au laboratoire. Donc, lorsqu'on parle de perception, je pense encore une fois qu'on a sûrement la même définition, mais qu'on n'utilise pas forcément les mêmes mots. Donc la façon dont moi je suis rentrée dans le domaine de la perception, c'est à cause, et je le dis de manière négative, à cause de cette illusion qui m'a rendue, je dois l'admettre, complètement ma boule. Donc l'idée de cette illusion, c'est que, vous la connaissez, hein, c'est l'illusion de l'échiquier, 7 cases, alors pas du tout, ok, alors 7 cases, ici, vous voyez ma souris? Non, pas du tout non plus. Alors 7 cases A et 7 cases B ont la même couleur. Voilà, donc vous pouvez jouer avec si vous le souhaitez. Alors moi, je l'ai imprimé
je l'ai manipulé avec Paint, je l'ai fabriqué en réel, je l'avais imprimé sur mon écran d'ordinateur parce qu'elle me rendait folle. La case A est la même que la case B. Super. Mais alors j'ai essayé, mais ça marche pas. Ouais, d'accord. Alors, la case A et la case B sont les mêmes, mais alors on a beau le savoir, il n'y a rien à faire. Hein. Vous pouvez y passer des années devant, vous n'arriverez jamais à faire en sorte que votre cerveau voit que la case A est la même que la case B. Bon. Donc ça, c'est un peu la loose quand on s'en rend compte, parce que ça veut dire forcément que vision et perception, ce n'est pas pareil. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on étudie au laboratoire et c'est comme ça qu'on l'opérationnalise. La perception, c'est l'interprétation de l'information sensorielle. Voilà. Donc, bon, pour vous expliquer l'illusion très rapidement, vous savez ce qu'est un échiquier. Par conséquent, vous savez que c'est une alternance de cases claires et sombres. Donc, forcément, s'il y a une case sombre ici, il y aura une case claire ici. Et vous savez également qu'un cylindre qui fait une ombre sur l'échiquier va rendre le damier plus sombre. Et par conséquent, toutes ces interprétations, tous ces priors vont vous faire voir la case B comme plus claire qu'elle ne l'est en réalité. Voilà. Et malgré toutes ces connaissances, ça va continuer à arriver. Donc, interprétation de l'information sensorielle, j'ai envie de dire malgré vous. Alors, donc ça, c'était pour perception. Et alors, qu'est-ce que c'est l'attention ? Alors, l'attention, c'est une fonction, c'est encore une autre fonction cognitive. La perception est une fonction cognitive. Alors, peut-être la fonction la plus intuitive, finalement. Mais l'attention, elle sert à quoi ? L'attention, elle va servir à gérer le flux d'informations qui arrive à chaque instant. Donc là, vous avez, on parle de la vision parce que c'est ce que moi je fais au laboratoire, mais donc en termes de vision, vous avez un flux d'informations sensorielles qui est constant, qui est riche. Et si on rajoute les autres informations sensorielles, auditives, tactiles, etc., il nous faut un système qui soit capable de gérer ce flux. Donc c'est à ça qu'elle sert l'attention. L'attention, je vais vous l'expliquer avec une autre image. J'ai pris en cachette mon papa en photo dans son bureau parce que je trouve que c'est une bonne représentation de ce à quoi on doit faire face au quotidien, c'est-à-dire on se rend dans un endroit et on a un nombre important d'informations. Voilà, alors là, vous avez des livres, allez savoir quel livre il est allé chercher dans son étagère, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il fait, ou comment il est installé, est-ce qu'il va m'entendre si je lui parle, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, mon attention ? Elle va se focaliser sur un point. Elle va sélectionner une partie de l'information et de la perspective du système sensoriel et donc du cortex qui analyse cette information, ce qui va se passer, je la refais, ce qui va se passer, c'est que vous allez analyser l'information. Ah, mais comment tu fais ? D'accord, celui du haut avec l'étoile. Alors, vous allez analyser l'information de manière très précise. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes neurophysiologiques ? Cela signifie que vous allez augmenter la résolution de votre vision à la position attendue. Alors, c'est beaucoup de mots pour dire quoi ? Vous allez manipuler les neurones spécifiques qui traitent pour cette position attendue, ce qui va permettre à ces neurones d'analyser l'information de manière très résolue, donc avec beaucoup de détails, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de précision. Mais qu'est-ce que ça veut dire en retour ? Cela signifie que plus vous allez vous éloigner de cette position attendue, et plus votre résolution sera dégradée. Parce que l'attention, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sélectionne et elle facilite le traitement de l'information sensorielle, mais cela signifie nécessairement que ça va être au détriment d'autres informations. Donc cette notion de filtre, c'est ça qu'elle fait l'attention. Elle va aller traiter l'information qui est nécessaire pour la tâche que vous avez à réaliser. Et alors, on pourrait se demander, mais pourquoi faire ça ? Pourquoi ne pas allouer de l'attention partout ?
Parce que, après tout, pourquoi est-ce que notre système serait designé de telle sorte que une information en dehors de mon focus attentionnel sera mal perçue? Ça n'a pas de sens. Alors, ça n'a pas de sens, sauf qu'on doit gérer avec les ressources qui nous sont allouées à chaque instant. Donc notre cerveau traite à chaque instant les informations selon les ressources qui lui sont disponibles. Et donc on n'a pas un nombre de ressources illimitées disponibles à chaque instant. On a un nombre de ressources données, et donc le système doit gérer en fonction de ces ressources disponibles. Donc l'attention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle alloue de l'énergie en fonction des besoins de la tâche. Donc forcément, cette notion de sélection, elle est nécessairement au détriment d'autres informations qui, elles, ne seront pas sélectionnées et du coup pas facilitées. Alors avant de donner la parole à Anton, je vais vous donner une petite indication de ce lien. J'ai parlé de perception, je vous ai donné une définition, et puis j'ai parlé d'attention. Mais si vous vous souvenez du titre, ce que nous avons réfléchi ensemble et sur laquelle en fait notre recherche se base, c'est que l'attention, c'est une fonction cognitive qui module la perception. Et donc ça a des implications significatives, et notamment ça a des implications sur la façon dont on perçoit le monde. Donc je vous l'ai déjà donné comme intuition, on a une augmentation de la résolution, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modifications plus fines que l'on pourrait imaginer avec cette attention qui module la perception? Alors ça a été étudié en laboratoire. Donc nous, en laboratoire, on ne fait pas des images complexes comme ça. On fait des lignes, des traits, des grilles. Voilà. Bon. On aime les stimuli simples. Tout simplement parce que ces stimuli simples, on sait quelle région ces stimuli modulent. Donc par exemple, lorsqu'on a affaire à une grille comme celle-là, on appelle cela un gabor, les gabors, c'est traité par l'aire visuelle primaire. Voilà, on le sait parce que l'aire visuelle primaire, elle aime les contrastes, elle aime les barres orientées, donc ce stimulus, il est adapté à l'aire visuelle primaire, et ainsi de suite. Donc en laboratoire, alors ça ne nous amuse pas spécialement les gabors, hein, on trouve ça pas forcément fun. En revanche, on utilise des stimuli très contrôlés pour cette raison, parce que manipuler un stimulus nous permet aussi de manipuler une région très spécifique. C'est pour ça que l'on raisonne comme cela. Et donc, ce qui a été manipulé, et ça c'est un exemple, et il y a une très jolie revue de la littérature à ce sujet, c'est que l'attention est capable de changer la façon dont vous percevez de manière subjective ces différents stimuli. C'est-à-dire que si je vous présente un stimulus comme celui-ci, avec de l'attention, ce stimulus vous apparaîtra comme plus contrasté qu'il ne l'est en réalité. Ou bien, si je vous présente un stimulus comme celui-ci, avec de l'attention, il apparaîtra comme ayant une fréquence spatiale plus élevée. Avec de l'attention, un stimulus peut apparaître plus gros qu'il ne l'est, ou bien plus petit qu'il ne l'est. Les distances peuvent apparaître bien plus grandes. La vitesse peut vous apparaître de manière subjective bien plus rapide. Et ainsi de suite avec la cohérence de mouvement et même des questions de saturation. Donc, non seulement l'attention vous permet de percevoir mieux, mais en retour, l'attention change votre perception subjective de l'environnement. Et donc ça a été quelque chose, vous pouvez vous en douter, qui a été hyper débattu avec des philosophes, etc., pendant des décennies, de très longues décennies. Mais en laboratoire, il a été possible, et c'est l'équipe de Marissa Carrasco que Diana mentionnait tout à l'heure, qui a été une des pionnières dans ce genre de recherche, à la fois, comme je le disais, l'attention module la perception, mais en retour change l'apparence subjective de notre perception.
Et donc ça a été le changement majeur dans notre champ de recherche, parce que c'est un cercle vertueux, si je peux me permettre. On améliore la perception et en retour, on change la perception subjective. Est-ce que c'est comme ça qu'on améliore la perception? Et ainsi de suite. Quelle est la cause? Quelle est la conséquence? Voilà. Donc vous pouvez vous imaginer l'explosion d'hypothèses qu'il en a résulté après ce genre de découverte. Et c'est sur cette base-là que nous avons commencé à discuter avec Anton. Donc je te donne la parole. Merci. Alors le lien est vraiment direct avec ce qui nous préoccupe, nous, dans la prise en charge et dans la compréhension des psychoses, parce que le fait de comprendre que que l'attention module la perception, nous donne une vision plus claire de ce qui se passe au niveau de symptômes comme les hallucinations ou les délires, qui sont vraiment ce à quoi on pense quand on pense à la psychose. Or, au début du 19e siècle, une des définitions qu'on garde encore de l'hallucination, c'était de dire que c'est une perception sans objet. Et en fait, un des objectifs de cette présentation, c'est de vous montrer que ce n'est pas vraiment une perception sans objet, c'est plus une modulation de la perception pour des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû percevoir, mais qui sont peut-être là, finalement. Alors, avant de commencer, quelques définitions aussi. On parle de psychose, de schizophrénie. De quoi s'agit-il exactement? Alors, les troubles psychotiques en général. Psychotique, ça veut dire quelque chose ça fait référence à quelque chose qui est coupé de la réalité. Donc, ça peut être des idées qui sont coupées de la réalité, ça peut être des perceptions qui ne semblent pas en lien avec la réalité. Et puis, il y a plein de mots, il y a schizophrénie, il y a troubles psychotiques chroniques qui font référence en plus à une notion de durée. Le fait est que la plupart de ces troubles surviennent entre 15 et 30 ans dans une période de vulnérabilité particulière et résultent d'une interaction complexe entre une vulnérabilité génétique d'une part et des facteurs environnementaux de l'autre, adversité sociale, maltraitance, exposition au cannabis par exemple. Et dans la vision classique, l'émergence de la psychose se fait de manière progressive. Il y a d'abord, résultant de cette interaction complexe qu'on a du mal à caractériser, des symptômes assez peu spécifiques, de l'anxiété, de la dépression, puis peut-être un repli social, des changements cognitifs subjectifs qu'on n'identifierait pas si on faisait passer, par exemple, des tests neuropsychologiques. Mais le patient, lui, va ressentir que quelque chose n'est pas comme avant. Et puis, on va basculer dans l'épisode psychotique, peut-être parfois de manière atténuée. Donc, il y aura les symptômes psychotiques, mais qui seront soit pas assez intenses, soit pas assez francs pour parler de premier épisode. C'est ce genre de population qu'on prend en charge au pôle Pépite, au CEJAD. C'est des patients qui sont à risque de psychose parce qu'ils ont ces symptômes atténués. Alors ces symptômes sont les mêmes symptômes qu'on a dans la psychose franche. C'est des symptômes, d'une part, positifs. On dit positif parce que c'est en plus par rapport à la normalité statistique. Donc avoir des hallucinations, c'est percevoir des choses en plus, a priori. Les délires, donc c'est adhérer de manière inébranlable à des idées en dépit du contexte évident dans lequel on se trouve et qui sont coupées du contexte culturel dans lequel on se trouve. Il y a à l'inverse les symptômes négatifs, des choses qu'on a un peu en moins, donc un émoussement des affects, une apathie, donc on ressent moins les choses, on a moins envie de faire les choses, on se replie sur soi-même, on prend plus d'initiative. Et puis, il y a ce qu'on appelle la désorganisation ou la discordance. C'est des termes qui font référence au fait qu'il y a une perte globale de la cohérence du soi. Et dans ce contexte-là, en particulier dans les troubles du soi, on sait qu'il y a des déficits attentionnels qui sont bien connus, et ce, dès le premier épisode psychotique. Là, je vous ai pris une des dernières revues les plus récentes, une méta-analyse, qui montre que, quelles que soient les tâches qu'on prenne, donc qu'il s'agisse de mémoire de travail, de fonctions exécutives attentionnelles, de fonctions exécutives globales, il y a un déficit qui est très marqué, et ce, indépendamment des traitements. L'autre chose importante à garder en tête, c'est que ces déficits sont extrêmement variables d'un sujet à l'autre. Il n'y a aucun patient qui ne ressemble à un autre patient en termes du retentissement, que ce soit des symptômes psychiatriques francs ou des fonctions exécutives. Et donc, sans doute que face à cette variabilité, cette variabilité reflète peut-être des physiopathologies sous-jacentes un peu différentes. Mais dans tous les cas, l'intérêt de la remédiation cognitive, il est clair. On sait maintenant, là il y a encore une autre méta-analyse très récente qui montre que les effets de la remédiation cognitive chez les patients avec des symptômes psychotiques est durable dans le temps à 2, 3, 4, 5 ans. Alors si on vient encore un peu plus en arrière, chez les sujets qui ne présentent pas encore des symptômes psychotiques francs, on a déjà des anomalies attentionnelles et perceptuelles qui sont présentes dès les stades précoces. Ces stades précoces, c'est avant même les symptômes psychotiques atténués, il y a ce qu'on peut identifier comme des symptômes de base, c'est-à-dire
une perception, une anomalie phénoménologique dans la mesure où c'est les conditions d'expérience du vécu qui sont perturbées. Et ça, il n'y a que le patient, subjectivement, qui peut vous en parler. Donc, il faut lui poser ces questions. Et typiquement, le genre de choses qu'ils peuvent décrire, c'est des incapacités à diviser l'attention. Ça peut être parfois la sensation que notre attention va se focaliser sur un point, et même si je n'ai pas envie de regarder ce point, eh ben, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Et on sent que donc, le mécanisme à la base d'un délire ou d'une hallucination, ce n'est pas l'interprétation extraordinaire qui arrive après et que le patient dit, mais peut-être un mécanisme de la sorte qui, initialement, rend le sujet lui-même assez perplexe. Ça peut être, par exemple, un sentiment de bousculement des pensées, de blocage des pensées, de diffusion des pensées. On a l'impression qu'elles se diffusent dans le cerveau, qu'elles diffusent dans la pièce, tout en critiquant, en sachant bien que c'est pas possible. Donc, on est avant le seuil de psychose où on pense vraiment que c'est possible. Mais une des idées fondamentales dans la prise en charge de la psychose, c'est de comprendre que le discours qui est coupé de la réalité est quelque chose qui vient après une anomalie qui, initialement, est une anomalie mécanistique dans les conditions de perception. C'est là où on se rejoint en termes de la pertinence de considérer la modulation attentionnelle. Alors, on en arrive à la théorie principale qui est bien reconnue maintenant, qui est celle de la salience aberrante. Donc, vous avez d'une part plein de facteurs environnementaux, adversité sociale, vivre dans un milieu urbain, faire partie d'une minorité ethnique parce que c'est un facteur de stress au sein de la communauté. Fumer du cannabis, c'est un gros facteur. Tous ces facteurs-là contribuent de manière additive et infinitésimale au risque. Et puis, se combinent avec le risque génétique pour perturber le fonctionnement du cerveau, entre autres en créant un stress biologique qui devient un stress oxydatif, qui perturbe entre autres la libération des neurotransmetteurs. Et une des hypothèses principales, c'est celle de l'accumulation de dopamine, qui conduirait à une salience aberrante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la salience aberrante? C'est le fait qu'on perçoit quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû percevoir, ou lorsqu'on perçoit des choses, on leur attribue une importance qui est excessive par rapport à ce qu'elles devraient avoir. Et ça, on peut donner deux exemples qui traduisent deux situations très différentes. Il y en a une où c'est un peu une anomalie top-down. Donc si vous sortez dans la rue, là, au 102 rue de la Santé, vous voyez un clown dans la rue, c'est un peu surprenant, on s'y attendait pas, votre cerveau fonctionne de manière prédictive, donc sans cesse, il prédit ce que vous constatez et il évalue ce que vous percevez, il compare la prédiction et la perception, il fait une différence. Et s'il n'y a aucune différence, donc il n'y a pas d'erreur de prédiction, tout va bien, on passe à l'information d'après. S'il y a une différence, un clown qui était inattendu, il est censé y avoir un relargage de dopamine qui code cette erreur de prédiction et donc qui va attirer votre attention, votre focus attentionnel sur ça. Et là, vous allez commencer à interpréter. Il y a un clown peut-être parce qu'il y a le Cirque du Soleil pas loin, ou il y a une fête d'anniversaire, ou j'en sais rien. Ou il y a un tournage d'un film d'horreur. Mais en tout cas, on va interpréter des choses. Imaginez maintenant que le problème soit lié au relargage de dopamine lui-même. Si d'un coup il y a un relargage de dopamine alors que la situation est anodine, quelqu'un passe dans la rue ou moi je tiens un micro, vous avez le relargage de dopamine, vous allez vous dire ah mais c'est bizarre, ce micro il est en train de le bouger dans le sens horaire, est-ce qu'il n'est pas en train de m'envoûter? Parce qu'on va commencer à attribuer une attention excessive à quelque chose qui n'en a pas. Dans le sens inverse, il y a peut-être la situation inverse, c'est pas que il y a des choses qu'on n'a pas prédites qu'on perçoit, mais que peut-être qu'on perçoit trop des choses qu'on aurait dû prédire et qui, de ce fait, auraient dû ne pas être assez salientes, assez importantes. Une des expériences très simples que moi j'aime beaucoup, c'est celui de l'évaluation de la force. Donc, le test, il est assez simple. Les sujets tiennent la paume comme ça vers le ciel. Il y a un levier qui s'exerce sur leur paume, d'abord contrôlé de l'extérieur par une force extérieure qui pousse, qu'on peut mesurer la puissance qu'on exerce, la force qu'on exerce sur la main. Et ensuite, on demande aux sujets eux-mêmes d'appuyer avec leurs mains opposées sur ce levier pour reproduire la même force. Et la surprise, c'est que les patients avec schizophrénie reproduisent plus exactement que les sujets sains ce qu'ils ont ressenti comme force externe. Et les sujets sains, ce qu'ils font, c'est qu'ils compensent trop. Ils appuient plus quand c'est eux pour avoir la même sensation que quand c'est la force externe. Et l'interprétation, c'est un peu la même, pour aller rapidement, que celle où qu'on se dit quand quelqu'un vous fait des kilis, bah, ça vous dérange ou ça vous fait rigoler. Quand c'est vous-même qui vous les faites, il n'y a rien, parce que vous avez prédit que vous allez les faire. Donc, il y a comme une sorte de filtre pour des informations qui viennent du soi, pour dire je sais qu'elles viennent de moi, je les prédis comme telles, donc je n'ai pas besoin de porter une attention importante sur elles. Si on sentait les mouvements des intestins, ce serait insupportable. Et donc, on en arrive à cette idée que au quotidien, le cerveau fonctionne de manière prédictive. Il y a un modèle,
On se fait un modèle du monde, on perçoit le monde, on fait la différence entre les deux et on ajuste. Si, d'une part, on prédit de manière excessive certaines choses, les perceptions qu'on va recevoir ne vont pas permettre de moduler le modèle qu'on a fait. Donc ça, c'est peut-être une erreur d'allocation attentionnelle. Là, c'est moi qui essaie de mettre les termes pour voir si ça colle, mais certainement pas complètement. Et dans le sens inverse, il y a peut-être un excès de perception dans la mesure où on filtre pas l'information. Alors pourquoi on en est arrivé à ces modèles? Parce que d'abord, la dopamine, on l'a découverte complètement par hasard. C'est la chlorpromazine qui a été découverte par Henri Laborie au Val-de-Grâce et utilisée ici pour la première fois par Pierre Deniker et Jean Delay. On ne savait pas comment ça marchait, mais en tout cas, ça marchait sur tous les patients, ça les calmait tous. Donc on a appelé ça le largactyle, parce que c'est une large action. Et on a vu très vite que ça avait des effets, ça bloquait les patients, ça les rendait un peu rigides. Et quand on a compris mieux la maladie de Parkinson, on s'est rendu compte que dans Parkinson, il manquait de la dopamine. On a vu que la chlorpromazine, ça donnait les mêmes symptômes, donc on s'est dit la chlorpromazine est peut-être en train de bloquer la dopamine. C'est comme ça que petit à petit, on a compris le rôle de la dopamine. Et puis, beaucoup plus tard, à la fin des années 90, il y a ce grand papier qui montre le rôle de la dopamine dans le codage de l'information, comme je vous ai dit. Donc, on code cette erreur de prédiction entre le modèle interne et ce que je perçois. Et donc, tous les médicaments actuels, quasiment, 99%, fonctionnent sur des récepteurs dopaminergiques qu'on va bloquer plus ou moins. Si on ne les bloque pas beaucoup, l'effet ne va pas être majeur chez le patient. Si on les bloque trop, il va y avoir ces symptômes extrapyramidaux. Mais si on vise la bonne fenêtre, là, ça va être efficace et on va jouer sur les symptômes positifs, les hallucinations et les délires qu'on va diminuer. Par contre, ce n'est pas efficace sur les symptômes négatifs, ce n'est pas efficace sur tous ces problèmes de cohérence du soi, et entre autres de modulation de la perception. Là-dessus, ça ne marche pas. Donc il y a une vraie limite de ce modèle hyperdopaminergique. Et d'autre part, il est possible que finalement, il y a à la fois trop de dopamine et pas de dopamine en fonction des régions, mais comme on n'a pas une imagerie qui nous permette de marquer à la fois les régions sous-corticales et les régions corticales de la même manière, on n'arrive pas à étudier ça. L'autre chose, c'est que toujours de manière empirique et en psychiatrie, on découvre que quelque chose marche, ensuite on comprend petit à petit comment ça fonctionne. Ce n'est pas du tout une démarche scientifique positiviste, quoi. C'est vraiment la chance. On a vu que les consommateurs de kétamine ou de PCP, ils avaient non seulement les symptômes positifs des psychoses, mais ils avaient aussi tous ces troubles du soi, cette sensation de perméabilité avec le reste. J'ai un patient, il prenait de la kéta, il avait l'impression d'être au Japon, et il était à la fois ici et à la fois au Japon. Et c'est vraiment des sensations assez bizarres. Et donc, ces produits sont des antagonistes des récepteurs NMDA. D'autre part, les encéphalites à anticorps anti-NMDA, qui visent directement ces récepteurs, donnent aussi un tableau psychotique beaucoup plus complexe qui ressemble à la psychose. Et donc le rôle de ces récepteurs est devenu particulièrement pertinent. Or, ces récepteurs, ces récepteurs NMDA, ils sont ubiquitaires, mais ils sont beaucoup sur les interneurones à parvalbumine. Et ces interneurones à parvalbumine, ils ont un rôle très important dans la régulation de l'activité des cellules pyramidales, donc des neurones dans les zones corticales supérieures. Et ils ont un peu un rôle de chef d'orchestre. On entend souvent dans les études de médecine que les interneurones sont inhibiteurs. En réalité, cette inhibition permet une synchronisation et donc une activité oscillatoire. Si tout le monde applaudit à un spectacle parce qu'on est content, il va y avoir un bruit important, mais il n'y aura pas une oscillation. Si on commence à inhiber ce qu'on veut faire, écouter ses voisins et se synchroniser avec eux, là, il va vraiment y avoir des oscillations d'amplitude peut-être plus grandes. Et donc, les interneurones sont devenus comme ça un centre d'intérêt majeur dans les études sur la psychose. Et donc, il y a le GABA, les interneurones et le glutamate, qui est un précurseur du GABA et qui est le neurotransmetteur excitateur, qui module l'activité des récepteurs NMDA, qui est très important aussi. Et donc, ça, c'est plein d'arguments, disons, physiologiques et plus empiriques, observationnels. Il y a aussi le fait qu'avec l'essor de la génétique, on a commencé à regarder les facteurs et les voies physiopathologiques impliquées à partir des anomalies génétiques qu'on pourrait trouver chez les patients. Et à la grande surprise de tout le monde, parce qu'on pensait que la dopamine était le centre et était le modèle explicatif de la psychose, finalement, il y a très peu d'éléments de mutation qui affectent des voies associées à la dopamine. Il n'y a que le récepteur des deux qui est touché. Et pour le reste, c'est beaucoup le glutamate. Donc finalement,
il est fort possible qu'en réalité, il y ait la perturbation de dopamine soit une voie de convergence finale, quoi. Donc on en arrive à cette question des anomalies de ces oscillations. Si ce n'est pas la dopamine qui est perturbée à la base, mais que c'est ces anomalies-là qui sont perturbées, de connectivité globale et de schéma oscillatoire, quels sont les mécanismes sous-jacents et comment ça fonctionne? Et du coup, c'est là où je te laisse la parole pour nous éclairer un peu là-dessus. Merci. J'étais fascinée, en fait. J'en apprends autant que vous, je pense. Donc, mais pareil. Alors, donc, on a parlé d'oscillations. Donc, comment est-ce qu'on enregistre ces oscillations dans le laboratoire? Et pourquoi est-ce qu'on les enregistre? Donc, je pense que vous savez déjà, mais je vous ai remis une photo. Donc, ça, c'est la façon dont on gère nos participants au laboratoire. On a un EEG ou bien une MEG. Et c'est comme ça, à la surface du crâne, que l'on enregistre ce signal. Et lorsque l'on regarde ce signal, eh bien, même les yeux nus, vous pouvez voir que ce signal, une partie de ce signal oscille. Et donc, tu as parlé de gamma. Il s'avère que les oscillations gamma, ce sont une des bandes de fréquences qui existent dans ce domaine. Mais on a aussi, et moi, je suis plus intéressée par les oscillations à basse fréquence, parce que, et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais les oscillations à basse fréquence, elles sont finalement bien plus faciles à collecter chez un participant humain sain, qui est le type de participant avec lesquels nous traitons. Donc, on étudie les oscillations. J'appuie sur ce bouton. Hein. On étudie les oscillations alpha et les oscillations θ, donc plutôt de l'ordre de 10 et de l'ordre de 6 Hz. Ça a fonctionné évidemment, mais c'est ce que j'ai fait. Alors, donc pourquoi je parle de ces oscillations? Il s'avère que ces oscillations, elles ont été associées et à la perception et à l'attention. Et donc, le raisonnement que mon équipe a suivi depuis ces 15 dernières années, c'est de dire que si l'activité cérébrale qui nous intéresse est périodique, ces fameuses oscillations, une période, c'est un phénomène répété au cours du temps, d'accord? Un cycle, c'est ce qui définit la fréquence. Donc, si cette activité cérébrale est périodique, est-ce que l'attention aussi est périodique? Donc, je m'explique. Donc, une grosse partie de notre travail, ça a été de lier ce que l'on appelle la phase, donc le moment où on se trouve dans les oscillations cérébrales, et les performances attentionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous mets d'abord le principe avant de vous expliquer l'analyse et l'expérience. L'idée que l'on a suivie, c'est de dire, vraisemblablement, si une oscillation importe pour la perception ou pour l'attention, eh bien, en fonction de certains paramètres de ces oscillations, ma perception sera différente. Et alors nous, ce que nous avons montré et ce que nous avons testé, c'est que lorsque l'on enregistre les oscillations à l'arrière du cerveau, les oscillations alpha en particulier, eh bien, la phase de ces oscillations alpha spontanées, donc avant qu'il y ait eu la moindre stimulation visuelle, auditive, etc., la phase de ces oscillations va prédire notre capacité à percevoir ou non un stimulus. Donc encore une fois, je vais vous montrer les résultats dans une seconde, mais je vous explique le principe. Le principe que nous avons, la théorie que nous avons testée, c'est la théorie de l'échantillonnage de l'information sensorielle. Et donc le principe, c'est de dire qu'en réalité, notre perception, bien que vous ayez l'impression d'avoir une information perçue qui est continue dans le temps et dans l'espace d'ailleurs, souvent, eh bien cette information n'est pas analysée de manière continue par notre cerveau, mais est analysée de manière périodique, avec une suite d'échantillons, suffisamment rapidement pour vous donner cette impression de continuité. Et donc l'image qu'on utilise souvent pour expliquer ce phénomène, c'est le principe d'une caméra vidéo. Donc à l'époque, quand les caméras vidéo faisaient 24 images par seconde, ce qui plus trop le cas, vous voyez le principe, c'est-à-dire qu'une caméra prend 24 images à peu près par seconde, et lorsque vous regardez le film, vous avez toutefois l'impression de continuité dans le film, il n'est pas saccadé.
Eh bien, la théorie que nous avons testée, c'est que notre perception et notre attention fonctionneraient de la même manière. Elles prendraient une suite d'échantillons tous les cycles, que je préciserai, à une vitesse suffisamment rapide toutefois pour vous donner cette impression de continuité. Et si vous vous souvenez de ma définition de tout à l'heure, que l'attention est cette fonction cognitive qui est capable d'allouer les ressources énergétiques de manière efficace, on peut tout à fait imaginer cette solution d'implémentation de l'attention et de la perception de la même manière comme une allocation d'énergie de manière utile. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un flux d'informations sensorielles important à traiter à chaque instant. J'ai un peu menti. La vérité, c'est que certes, vous avez un flux d'informations, vous avez énormément d'informations dans le monde, mais l'information visuelle est assez statique. Et là, j'ai l'exemple devant moi. Vous ne bougez pas, n'est-ce pas ? Sauf certains. Donc, par conséquent, énergétiquement, il n'est pas du tout intéressant pour mon cerveau d'analyser l'information de manière continue. Énergétiquement, de l'analyser une fois toutes les quelques centaines de millisecondes est largement suffisante. Je ne perdrai pas d'informations. Donc c'est un peu ça ce principe. Alors bien entendu, je vous explique le pourquoi alors que je n'étudie pas du tout le pourquoi. Je justifie le pourquoi pour justifier cette théorie-là, mais c'est un peu ça le système. Et donc, comment est-ce que nous avons démontré un petit peu ça ? Je vous ai expliqué le résultat, donc spoiler avant de vous expliquer la manip. Donc voilà le principe que nous avons suivi. Nous avons utilisé la stimulation magnétique transcrânienne, TMS, que nous avons appliquée à l'arrière du crâne de nos participants, donc dans le cortex visuel, pendant que nous collections leur électroencéphalographie. Et alors, lorsque l'on stimule avec une stimulation suffisamment importante, nous sommes capables d'induire ce qu'on appelle un phosphène, qui est un flash illusoire. Alors nous, on ne voit pas le flash du participant, par conséquent, on demande au participant de dessiner ce flash à l'écran. Donc je vous ai juste mis quelques exemples pour certains de nos participants. Donc là, chaque carré représente les dessins de un participant. Et donc, ils devaient fixer au centre de l'écran et dessiner leur phosphène. Et donc, si on est un peu fort à replacer la bobine de TMS toujours au même endroit, on est capable de reproduire toujours plus ou moins le même phosphène. Alors après, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne stimule pas forcément toujours la même quantité de cortex, tout le monde n'a pas les mêmes circonvolutions, etc., etc. Donc les phosphènes n'ont pas toujours la même taille et la même position. Bon, je dévie, c'était pas ça le point de ma présentation. Le point, c'est que nous présentions ces stimulations au seuil de perception. C'est-à-dire qu'avec la même stimulation, parfois le participant était capable de percevoir le phosphène et parfois non. 50% du temps oui, 50% du temps non. Bien qu'il s'agissait toujours de la même stimulation. Donc la question que nous nous sommes posée, c'est quel est le changement qui fait que parfois on perçoit, parfois on ne perçoit pas. Donc nous avons regardé, et je vous passe les détails, les performances de perception, de détection de ces phosphènes. C'est ce qui est représenté sur l'axe DY, en fonction de la phase dont je parlais tout à l'heure, des oscillations alpha à l'arrière de mon cerveau, au moment où nous présentions la stimulation magnétique. Et comme vous le voyez, si vous regardez la partie noire, la perception du phosphène était modulée de manière périodique en fonction de la phase des oscillations alpha. Donc en d'autres termes, si je résume ça à nouveau avec mon petit schéma, les oscillations alpha prédisent la perception de notre phosphène, et c'est-à-dire que si nous nous trouvons dans la bonne phase de perception, nous sommes capables de le percevoir, autrement, nous ne le percevrons pas. Donc ça, c'était une des
plusieurs études qui ont démontré ce lien entre phase des oscillations et perception, mais également les mêmes résultats ont été démontrés également en attention. En revanche, en attention, on a la capacité de faire deux choses. Comme je vous l'ai dit, l'attention, elle module la perception. Donc on est capable non seulement de voir l'échantillonnage, mais aussi de savoir où est-ce que l'attention se situe à chaque échantillon perceptif. Je la refais. Donc si à chaque phase de mon oscillation, nous avons un échantillon perceptif, c'est-à-dire que je prends un échantillon statique de mon environnement et je perçois cet environnement. Est-ce que l'attention va sélectionner et faciliter toujours le même stimulus ? D'accord ? Donc là, on a également le même principe qui est que l'attention est capable non seulement de sélectionner un stimulus qui est différent à chaque échantillon, et par conséquent, on a un principe d'échantillonnage et dans le temps et dans l'espace. Alors bon, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer comment nous avons conclu ou suggéré ce genre d'interprétation, mais je vais vous montrer une des différentes études que nous avons effectuées et qui nous permet également de savoir comment ça se passe dans le cerveau. Donc, lorsque l'on étudie une tâche attentionnelle, la première chose que je dois mentionner, c'est que nous, au laboratoire, nos participants, ils ne bougent pas les yeux. Ils ne bougent pas les yeux parce que les yeux, malheureusement pour moi, ça fait plein d'autres choses que des recherches attentionnelles. Ça implique plein d'autres régions dans le cerveau, ça fait des signaux EEG qui sont impactés par le mouvement des yeux, etc. Donc moi, ce que je fais avec mes participants, c'est que je leur demande de toujours fixer au centre de l'écran. Donc lorsqu'ils recherchent avec leur attention, ils recherchent avec leur attention en l'absence de mouvement oculaire. D'accord ? Donc là, par exemple, on a un cadre de recherche attentionnelle où là, on demande à nos participants de rechercher un T parmi des L. D'accord ? Donc vous avez peut-être eu l'occasion de le rechercher. Ce T, ça vous a pris un certain temps. Une des théories qui explique pourquoi ça prend un certain temps, c'est qu'il a été suggéré que cette recherche se fait de manière séquentielle. On prend un petit bout de stimulus à la fois jusqu'à ce qu'on trouve la cible. Alors comment ça a été imaginé dans le cerveau ? Eh bien, la première étape, évidemment, c'est d'aller... Toute l'information monte jusqu'au système visuel, c'est décomposé en couleurs, orientation, etc. Et ces informations vont ensuite converger. Et alors là, je mets un grand mot parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est cette zone de convergence et s'il n'y en a qu'une ou si c'est un réseau séparé. Mais en gros, ça va converger à un hub de régions dont la tâche est de faire une sélection attentionnelle. Et donc, s'il n'y a pas de différence de science entre notre cible et nos distracteurs, eh bien, on va sélectionner un stimulus. Et puis, on va revenir vers, par exemple, le L, et on va revenir vers les aires visuelles. Je vous rappelle la définition d'attention, sélection et facilitation de l'information sensorielle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faciliter ? On renvoie de l'information attentionnelle vers les aires visuelles et on leur dit analyser de manière plus efficace cette information. Donc là, il s'avère que c'est le L, ce n'est pas la cible. Donc je remonte, je resélectionne une autre cible, je redescends pour faciliter, et ainsi de suite plusieurs fois, jusqu'à ce que je trouve la cible. D'accord ? Donc ces itérations entre les aires plutôt visuelles dans ce cas-là et les aires plutôt attentionnelles vont être a priori périodiques. Ça veut dire que chaque région va être impliquée à plusieurs moments dans le temps lors de cette recherche visuelle. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est de tester cette hypothèse de la même manière. Alors on a repris nos L et nos T. L'idée, souvenez-vous, on fixe tout le temps, on ne bouge pas les yeux. Et l'idée, c'est de trouver le T parmi des L. Alors après, on masque pour rendre la tâche plus difficile, etc. Donc ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ensuite stimulé avec de la TMS pour interférer avec chacune des régions à plusieurs moments au cours de cette recherche.
Alors nous avons, là je fais un résumé de 3 études différentes, 2 études où nous avons stimulé au niveau de l'aire visuelle primaire, une étude où nous avons stimulé au niveau du FEF, qui est une des régions pressenties pour ce hub attentionnel. Et ce que nous avons démontré, c'est ici les performances attentionnelles sur la CDY en fonction du moment où nous avons stimulé. Si on se concentre sur la courbe noire, vous voyez que nos performances vont être modulées de manière assez cyclique, périodique, en fonction du moment où je vais stimuler. Et cela se produit et si je stimule V1 et si je stimule le FEF. Alors pour savoir la forme et la vitesse de cette modulation périodique, nous avons réalisé une analyse de Fourier et nous avons démontré que cette périodicité se fait à la fréquence environ de 5 ou 6 Hz et que chaque sujet, chaque participant, va être aligné dans la phase à travers les participants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont tous le même schéma périodique. Tous nos participants analysent de manière périodique à 6 Hz ces tâches de recherche visuelle et font impliquer et les aires visuelles primaires et les aires de plus haut niveau attentionnel. Alors, je vais m'arrêter là pour ce genre d'expérience, mais ça vous donne un peu une idée que notre perception et notre attention sont rythmiques, font intervenir le système de manière rythmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les oscillations dans chaque région et la communication entre ces différentes régions. Et ce que fait le laboratoire actuellement, c'est de savoir un peu mécanistiquement ce que cela signifie. Donc nous développons des modèles et des analyses oscillatoires qui nous permettent de tester si la communication entre ces deux régions se fait comme des vagues oscillatoires qui iraient d'un point A à un point B pour synchroniser les régions entre elles à ces fameuses fréquences basses, alpha et θ. Merci. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est si ces vagues oscillatoires en fréquence θ sont essentielles à la modulation de la perception et que dans les psychoses, il y a une perturbation de cette perception, est-ce qu'on identifie aussi ce genre Est-ce qu'on identifie des anomalies de θ, par exemple, dans la psychose? Je ne sais pas combien de temps il reste. On a peu 5 minutes. Ok. Et alors, une des premières choses, un des tests les plus répliqués, c'est celui de la mismatch negativity dans la psychose. Vous savez, donc on met une tâche simple, elle peut être visuelle. Donc l'idée, c'est qu'il y a un stimuli qui est toujours le même, qui se répète, et quand il y a un stimuli déviant, le cerveau qui s'est fait un modèle de la séquence de stimuli va l'identifier comme déviant. Et cette déviation-là, si on fait la soustraction entre la réaction qu'on identifie lors des stimuli classiques, standards, et la réaction du stimuli déviant, c'est ce mismatch negativity, qui doit être d'une certaine amplitude. En l'occurrence, c'est une amplitude négative ici. Et dans la psychose, cette amplitude-là, elle est diminuée, comme si le stimulus déviant n'était pas correctement perçu comme déviant. Ça, c'est reproduit dans énormément d'études dans la schizophrénie, dans la psychose débutante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est stable dans le temps. Donc, à 2-3 ans d'intervalle chez les mêmes patients, ça reste assez stable. Ce qui est potentiellement intéressant, c'est que ça ne l'est pas chez les patients à ultra haut risque, ou en tout cas, les études ne sont pas hyper cohérentes entre elles sur le fait de réussir à répliquer ça dans des stades précoces. Donc, il y a peut-être un effet d'état. De marqueurs d'état, et surtout c'est corrélé à la sévérité, à la cognition, au niveau d'hallucination. Et lorsqu'on regarde le moment où il devrait y avoir cette détection avec cette augmentation de l'amplitude de mismatch negativity qui correspond à la perception d'un stimulus déviant, lorsqu'on regarde et qu'on fait le même genre d'analyse, on regarde quelle est la fréquence prédominante de fonctionnement du cerveau à ce moment-là, et bien c'est du θ qui ressort. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. L'autre chose, pour aller très vite, c'est que, comme tu m'avais dit que le θ permettait de structurer le gamma, j'ai mis quand même une diapo sur le gamma parce que c'est hyper important dans la psychose. Le gamma, de manière physiologique, est perturbé à l'adolescence. On sait que quand on mesure sur des tâches où on met un train d'onde continue et on enregistre simplement dans la partie du cortex qui
qui perçoit directement ce train d'onde continu, que ce soit visuel, sensorimoteur, on est censé avoir une fréquence qui se synchronise. Et en fait, si on fait ces tests chez des jeunes adolescents, des adolescents plus tardifs et des adultes, on voit qu'il y a une moindre capacité de synchronisation dans les fréquences élevées chez les adolescents, qui est probablement due, pour aller très vite, au fait que l'adolescence correspond aux dernières phases de maturation de ces interneurones à parvalbumine qui ont probablement un rôle de synchronisateur. Je vous ai mis cette image parce que c'est le genre d'image qui suscite une attention avec une fréquence assez importante en gamma pour voir ça. Et alors, qu'en est-il dans la psychose? Parce que ça, c'est physiologique, c'est normal. Dans la psychose, c'est aussi le cas. Si on stimule à 20 Hz ou à 30 Hz, vous voyez ici, chez les sujets sains, chez les ultra-hauts risques et dans les premiers épisodes de schizophrénie, il n'y a pas de différence à 20 Hz, pas de différence à 30 Hz, mais à 40 Hz, les sujets sains activent beaucoup plus que les ultra-hauts risques qui activent un peu moins, et encore moins les patients avec schizophrénie. Donc il y a un souci dans la capacité cérébrale de synchronisation à un train d'onde continu. Et si on va plus loin et qu'on regarde ce qui se passe au moment où il y a un stimulus qui arrive à une certaine fréquence, on peut regarder la réponse à latence courte, qui correspond au moment où l'information arrive au niveau du cortex. Eh bien, entre 0 et 100 millisecondes, il n'y a pas vraiment une différence chez les ultra-hauts risques par rapport aux sujets sains. Par contre, les patients avec un premier épisode de schizophrénie ou de psychose, ils sont déjà perturbés à ce niveau-là. Il y a une baisse de la puissance spectrale qu'on mesure à ce moment-là. Donc ça veut dire que l'anomalie dans le premier épisode psychotique est déjà à un niveau qui est quasiment ascendant, de bottom-up, de perception. Mais dans les phases précoces, si on regarde plus loin, donc à 300, 400, 500 millisecondes, à partir du moment où il y a eu le stimulus, on voit que, aussi bien chez les ultra-hauts risques que dans le premier épisode psychotique, il y a une baisse de puissance, comme si dans ces latences-là, donc à 300, 400, qui correspondent non pas à la montée de l'information, mais à la diffusion de cette information dans le cortex de manière associative, et bien là, ça fonctionne moins bien dès les phases précoces de psychose. Donc on en arrive à cette idée qu'il y a peut-être un problème d'échantillonnage, que ce soit au niveau des hautes fréquences, au niveau des basses fréquences, et qui rejoint les concepts phénoménologiques d'anomalie, même de l'échantillonnage qui est temporel. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut s'évaluer de manière implicite. Je vous ai juste mis un exemple ici, c'est l'effet Simon. Je ne sais pas si, pour l'expliquer rapidement, l'idée c'est qu'on a tendance à répondre plus vite et de manière correcte lorsque le stimulus intervient du même côté que la réponse. Donc si dans la tâche on dit, donc la tâche est la suivante, il y a deux carrés, un à gauche, un à droite, qui peuvent s'allumer, soit le gauche s'allume d'abord, soit le droit d'abord, soit les deux en même temps. Et ils doivent appuyer avec la main droite sur un bouton s'ils trouvent que c'est asynchrone, et avec la main gauche s'ils trouvent que c'est synchrone. Et on leur envoie des tâches qui peuvent être asynchrones, donc par exemple gauche d'abord, puis droite d'abord, mais dans une fenêtre temporelle si courte qu'ils ne peuvent pas se rendre compte explicitement que ce n'est pas synchrone. Mais on leur demande quand même de décider. Et les sujets sains ont plus tendance à donner la réponse correcte quand la succession est gauche puis droite, que les patients qui ont plutôt tendance, quand c'est gauche puis droite, à dire que c'est synchrone et appuyer sur le côté gauche. Comme si, ça c'est l'interprétation qu'on en fait dans la psychose, le patient psychotique, de manière implicite, quand il y a une succession très rapide d'informations à une échelle temporelle hyper courte, il reste bloqué sur la perception initiale, tandis que le patient, le sujet sain, il est biaisé dans sa perception, mais il est biaisé sur la deuxième information qui vient juste après. Donc il y a clairement, même au niveau implicite, des anomalies de l'échantillage temporel. Et en une seconde, les applications, j'en ai vu deux importantes. Il y a cette étude qui est sortie très récemment qui montre qu'on peut, pour finir avec ce sur quoi toi tu as commencé, c'est cette illusion d'optique dont on ne peut pas s'affranchir. On peut tester à quel point on critique cette illusion d'optique. Donc, sans entrer dans les détails de cette expérience, on leur donne une roue qui tourne à une vitesse tellement rapide qu'on a l'impression, à cause d'un échantillonnage plus lent, que ça tourne dans le sens inverse. Ça, on n'y échappe pas. Eh bien, on leur dit, qu'est-ce que vous voyez, dans quel sens vous voyez qu'elle tourne, et on leur demande ensuite dans quel sens vous croyez qu'elle tourne. Donc, ils doivent faire une sorte d'interprétation malgré ce que leur perception leur suggère. Et ça, c'est vraiment un test que je trouve intéressant, qui n'a pas encore été appliqué dans la psychose, mais qui permet d'évaluer à quel point on est capable,
à partir des modèles internes, de moduler l'importance qu'on va attribuer à l'information externe. Et dernière diapositive, l'autre chose, c'est qu'actuellement, il y a énormément de projets de recherche qui évaluent par exemple la stimulation intermittente en θ burst. Ça veut dire qu'il y a des bursts très rapides avec des séquences de stimulation importante en stimulation magnétique transcrânienne, mais qui sont espacées à une fréquence θ. Et on voit que lorsqu'on le fait, c'est efficace sur les symptômes négatifs qui étaient ceux qui nous intéressaient, de problèmes de cohérence du soi et de désorganisation. Et lorsqu'on regarde en imagerie les régions qui sont plus actives, c'est de manière assez intéressante des régions qui sont proches dans le tronc cérébral de l'aire tegmentale ventrale, donc des régions qui sont dopaminergiques. Donc on est en train là peut-être d'avoir une idée, là c'est vraiment hypothétique tout ce que je montre, mais de lien entre des anomalies oscillatoires et la voie finale de convergence dopaminergique. Voilà. Et je vous remercie et je laisse conclure sur le petit... Oui, pour la semaine du cerveau, on a sorti une série de vidéos où Nano, le neurone, vous explique des concepts que nous utilisons au laboratoire, et notamment sur l'attention et les oscillations. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse et que je ne vous ai pas convaincu aujourd'hui de mes définitions. Nano vous expliquera mieux que moi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.